Bonjour, chers participants. Bienvenue encore à ce rendez-vous de formation sur l'impact de la COVID-19 sur les États membres, sur les économies des États membres de l'UEMOA. Quels moyens pour améliorer les finances publiques, particulièrement avec le module 2 et la troisième partie donc, de ce module 2 qui porte sur le fonctionnement de l'économie en matière de gestion des finances publiques. Donc, dans le cadre donc, de ce module 2, nous avons eu euh, à parler déjà de deux points. Nous avions dit que nous voulions parler dans ce module de trois points essentiels. D'abord, le budget de l'État parce que la stratégie d'intervention ou bien l'intervention de l'État dans l'économie nécessitant des ressources, l'État intervient donc à travers le budget. Et donc, ce budget-là provient justement des recettes qu'il peut collecter et aussi, en cas de manque de ressources, de l'endettement qu'il peut consentir pour pouvoir financer son intervention au niveau donc de l'économie. Donc, nous avons dans cette perspective abordé trois points essentiels, à commencer par le budget lui-même. Après, nous avons parlé donc des déficits publics. Donc, dans cette troisième partie, nous allons aborder l'endettement public. Donc, troisième partie, l'endettement public. Parlons donc de l'endettement public. Dans cette partie, nous nous intéressons particulièrement au concept de dette publique et à l'étude des questions de solvabilité de l'État et de la soutenabilité de la dette. Parce que, justement, au niveau donc, de la dette, l'enjeu au niveau donc, de la dette, c'est d'abord de comprendre ce que c'est que, effectivement, cette dette et puis de savoir, pendant que l'État est en train de contracter des dettes ou les États dans une union monétaire contractent des dettes, est-ce que ces pays sont solvables? Donc, comment on peut mesurer cette solvabilité-là? Quand est-ce qu'on pourrait dire qu'un pays est solvable? Et donc, de l'autre côté, la question aussi de la soutenabilité de la dette, c'est-à-dire, quand on parle de la soutenabilité de la dette, c'est la capacité donc de l'État à pouvoir euh, répondre aux besoins en s'endettant à cette période, mais en ne compromettant pas, n'est-ce pas, le besoin donc, des générations futures de pouvoir s'endetter. Donc, cette notion de soutenabilité fait appel à des notions d'optimisation intergénérationnelle, donc du bien-être collectif. Donc, nous commençons par le concept donc, de la dette publique. Nous disons tout de suite que la dette publique comprend l'ensemble des dettes donc, des administrations publiques. On distingue plusieurs concepts de dette. Nous avons donc le concept de dette le plus utilisé, qui est la dette publique brute, qui est l'ensemble des passifs financiers des administrations publiques. Et en cette notion donc de dette publique brute, le ratio qui est utilisé, qui est un ratio de référence, même quand nous étions en train de citer, comment l'appelle-t-on, les éléments du contenu du pacte de convergence, de stabilité, de croissance et de solidarité, nous avons eu à parler du ratio de la dette publique sur le PIB. Donc, la dette publique sur le PIB, c'est cet indicateur-là qui est souvent utilisé pour évaluer la solvabilité des administrations publiques, c'est-à-dire leur capacité à rembourser leurs dettes. Bon, ce qu'il faut relever au niveau de cet indicateur, bien que ce soit un indicateur de référence, c'est un indicateur qui présente tout de même des limites parce qu'il ignore donc les contreparties de la dette puisqu'il ne prend pas en considération l'évolution des actifs des administrations publiques qui peut générer donc des revenus. Donc, à cet effet, il est plus intéressant donc, de euh, prendre en compte plutôt le concept donc, de dette nette, qui est la différence donc, entre la dette brute et les actifs financiers des administrations publiques pour une analyse qui tient davantage en compte tous les éléments donc, de la dette donc, de l'État.
En outre, la dette publique brute aussi ne prend pas en compte certains engagements implicites de l'État, comme les pensions et puis les garanties de l'État. Donc, par exemple, euh, euh, l'État prend des engagements, par exemple, de pouvoir payer les retraites des fonctionnaires pendant qu'ils sont en activité. L'État prend ces engagements. Mais au moment où l'État prend ces engagements, ça, c'est des dettes futures. Mais dans la plupart du temps, ce n'est pas comptabilisé donc, dans le ratio de dette publique. D'un autre côté, d'un autre côté aussi, l'État prend des garanties au niveau des administrations diverses, au niveau des établissements divers, des garanties pour des financements ou bien des garanties pour un certain nombre d'activités. Donc, ces engagements-là, si par exemple, ces agents pour lesquels le gouvernement prend des garanties ou bien s'engage à rembourser dans le cas où ces personnes devenaient insolvables, si ces personnes-là ne remboursent pas, c'est en quelque sorte une autre dette pour l'État. Mais la notion de dette publique brute, qui est un indicateur de référence, ne prend pas en compte, n'est-ce pas, ces différents éléments-là. Toujours parlant donc du concept de dette publique, nous avons aussi la notion de patrimoine des administrations publiques. Alors, la dette publique nette, bien que prenant en compte les actifs financiers qui sont au niveau qui constituent un passif des administrations publiques, bien que ce soit un indicateur beaucoup plus élaboré que la dette publique brute, il ne tient pas compte aussi de l'ensemble des actifs des administrations publiques, notamment les actifs non financiers. Donc, le concept de dette publique nette prend en compte les actifs financiers, mais ne prend pas en compte les actifs non financiers des administrations publiques qui constituent les terrains, les bâtiments, les ouvrages et des matériels. Donc, il faut donc s'intéresser à la structure du patrimoine, c'est-à-dire le total des actifs et le total des passifs pour déterminer si la progression de la dette publique a des contreparties équivalentes dans la progression des actifs des administrations publiques. L'enjeu, c'est quoi? C'est que en évaluant, par exemple, la solvabilité de l'État, donc si on ne prend pas en compte, en quelque sorte, tout le patrimoine donc, des administrations publiques, on peut être amené à ne considérer qu'une partie donc, du patrimoine de l'administration publique et considérer que cette administration ou bien cet État n'est pas solvable, alors qu'en réalité, si on avait pris en compte effectivement tout le patrimoine de l'administration publique, on aurait pu comprendre que non, il possède des actifs qui peuvent lui permettre de pouvoir monétiser ces actifs et donc de pouvoir, comment l'appelle-t-on, devenir un pays ou bien un État solvable. Il y a aussi donc des engagements implicites. Donc, en principe, une vision complète de la situation des finances publiques devait nécessiter de recenser non seulement l'ensemble des actifs et passifs des administrations publiques dans le bilan, mais aussi les recettes et dépenses futures, donc qui ne sont pas inscrits dans le bilan. Donc, les dépenses publiques futures éventuelles donc, sont des engagements implicites des administrations publiques. Et ces engagements qui ne sont pas inscrits dans les bilans sont donc des passifs potentiels donc, dans l'avenir. Et donc, même s'ils font l'objet d'une évaluation incertaine, ils devaient, dans une certaine mesure, être pris en compte pour pouvoir effectivement évaluer les capacités des États à s'endetter. Un autre élément important dans l'analyse donc, de l'endettement public, c'est la structure de la dette publique elle-même. L'enjeu, même quand nous analysons, c'est que quand nous nous intéressons à la structure, d'abord, quand nous nous intéressons à la structure de la dette publique, cela permet de distinguer les instruments qui sont utilisés d'abord pour pouvoir financer la dette publique. Est-ce que c'est la création monétaire? Est-ce que c'est une émission de titres pour pouvoir mobiliser les ressources? Aussi, on peut distinguer aussi la structure de la dette par détenteur de la dette publique. Donc, quels sont les bailleurs, quels sont les agents économiques au niveau de l'économie mondiale qui sont ceux-là qui financent, n'est-ce pas, la dette, puisque des fois, par exemple, il y a des bailleurs qui ont ce qu'on appelle souvent les conditionnalités.
Et donc, ces conditions d'accès au financement ne sont pas les mêmes d'un bailleur à un autre. Et donc, c'est important d'analyser la dette à travers, n'est-ce pas, les détenteurs de la dette publique. Il y a aussi la structure par échéance, a dit que la dette au niveau de l'État, puisque l'État ne va pas, comment l'appelle-t-on, financer son déficit seulement à travers un seul partenaire. Donc, l'État peut diversifier les partenaires par lesquels il peut financer son endettement. Et donc, dans ce sens, les échéances au niveau, donc d'abord, la date à laquelle il a contracté la date, ce n'est pas la même chose. Et puis, les échéances de remboursement peuvent ne pas être les mêmes d'un bailleur à un autre. L'autre chose à distinguer dans l'analyse de la structure de la dette, c'est que la part de la dette publique qui est émise en devises étrangères. L'enjeu donc de l'analyse de la structure de la dette, c'est que la structure de la dette publique la plus risquée, c'est cette dette-là qui serait financée par l'émission de titres à court terme et en devises étrangères et détenue en majorité par les non-résidents. Donc, quand votre dette est financée par l'émission de titres de court terme, donc d'abord, le fait que c'est de court terme, ça ne donne pas une moindre manœuvre supplémentaire à l'État de pouvoir générer des ressources nécessaires pour pouvoir rembourser. Et donc, quand c'est libellé aussi en devises étrangères et c'est détenu par des agents non résidents, moindre doute sur l'incapacité de l'État à pouvoir rembourser sa dette va entraîner une défiance de telle sorte que les titres de la dette publique seront massivement vendus sur les marchés. Et donc, il va s'en suivre une forte hausse des taux d'intérêt sur ces titres et donc des difficultés à pouvoir, n'est-ce pas, rembourser cette dette-là. Donc, c'est pourquoi lorsque on veut financer sa dette, on a besoin aussi de savoir quels sont les détenteurs de la dette, et quels sont, et comment l'appelle-t-on, les titres, est-ce que c'est à court terme ou bien de long terme? Tous ces éléments-là sont importants pour pouvoir déterminer. Maintenant, l'analyse, lorsqu'il y a des déficits qui sont permanents au niveau donc, des administrations publiques, cela entraîne aussi un accroissement donc, de l'endettement auprès de ces administrations publiques ou bien donc, de l'État de façon générale. Et le fait que les déficits sont croissants ou bien se creusent, sont persistants, cela doit nous amener à nous préoccuper de la solvabilité de l'État et de la soutenabilité de la dette publique. Parce que si les déficits sont persistants, bon, où est-ce qu'on va pouvoir dégager, n'est-ce pas, les ressources tout le temps pour pouvoir financer notre endettement, puisque nous sommes toujours dans un cadre d'endettement comme si c'était un endettement perpétuel, puisque les déficits sont persistants. Donc, quand les déficits sont persistants, ça veut dire que les recettes que nous avons dégagées au niveau interne ne nous permettent pas de financer nos dépenses. Et donc, un des moyens, donc, c'est de pouvoir s'endetter. Donc, il faut s'endetter pour pouvoir financer le reste des dépenses qui ne sont pas couvertes par les recettes. Donc, il faut donc s'intéresser à la solvabilité. La solvabilité, c'est la capacité de l'État à rembourser ses dettes. Mais quand on parle de la soutenabilité, c'est une notion beaucoup plus difficile à appréhender parce qu'elle renvoie à l'idée de rester solvable sans modification radicale de la politique économique. Quand on dit rester solvable sans modification de la politique économique, ceci dit, cela voudrait dire qu'on n'est pas, comment appelle-t-on, solvable. Le taux d'imposition de 100% pour pouvoir devenir solvable. Non. Ou bien c'est parce qu'on a eu à faire une politique discrétionnaire qui nous a permis de dégager des ressources nécessaires pour devenir solvable. Mais quand on parle de la soutenabilité, c'est une dynamique. C'est comment va évoluer. Donc, c'est comme si c'est une solvabilité intertemporelle, c'est-à-dire
sur toute la période, on peut toujours caractériser donc l'État dans son financement par endettement s'endettant qu'il est solvable sur toute la période. Les deux notions peuvent être appréhendées à partir de la formalisation de la contrainte budgétaire de l'État. Cela permet d'isoler les différents facteurs qui peuvent influencer la soutenabilité de la dette ou bien la dynamique de la dette sur toute la période de vie de l'État. Bon, disons que la période de vie de l'État, contrairement aux agents économiques qui sont des ménages, la durée de vie de l'État est infinie. Donc, sur l'infini, donc, il faudrait on peut savoir comment ces différents éléments-là, ces différents facteurs influencent la soutenabilité de la dette. D'abord, la contrainte budgétaire de l'État. Je voudrais rappeler que ici, nous allons juste survoler cette notion de contrainte budgétaire de l'État. Nous aurons à revenir sur l'analyse de la dynamique de la dette dans une session pratique pour essayer de montrer un peu quand est-ce qu'on dit que la dette, on dit que l'État est solvable et essayer de revenir par rapport, de nous référer aux critères donc, de convergence de l'UEMOA pour voir dans quelle mesure, pourquoi ces différents indicateurs-là ont été élaborés, sur quelle base ces indicateurs-là ont été élaborés, sont-ils critiquables, ainsi de suite. Nous allons revenir plus en détail dans une session pratique sur ça. Mais pour le moment, retenons tout simplement que, comme tout agent économique, l'État et plus généralement les administrations publiques sont confrontés à une contrainte budgétaire intertemporelle. Donc, les déficits publics d'aujourd'hui, en fait, donnent lieu à un endettement et donc à des charges de la dette supplémentaire à l'avenir. Donc, il faudra financer tôt ou tard par donc, des excédents budgétaires. Donc, dans le long terme, le respect de la contrainte budgétaire de l'État, qui est une contrainte de financement, impose donc un ajustement des recettes ou bien des dépenses publiques. Pour ce faire, on doit chercher à déterminer donc, dans quelles conditions on peut stabiliser le ratio dette publique sur le PIB. Puisque, bon, c'est vrai qu'on a vu les faiblesses donc, de cet indicateur pour comprendre à peu près quand nous analysons et comment à peu près la solvabilité de l'État, dans quelles limites nous l'analysons, mais au même moment, c'est un indicateur de référence. Donc, ici, au niveau donc, de l'analyse de la contrainte budgétaire de l'État, il faut donc chercher à savoir l'objectif, c'est de pouvoir stabiliser ce ratio-là. Donc, quand on dit dette publique sur PIB ne doit pas dépasser tel pourcentage donc, du PIB, il faudrait stabiliser donc, cet indicateur-là. Et la manière la plus simple donc, de pouvoir le faire, c'est d'analyser la dynamique de la dette en considérant la contrainte de financement à laquelle le gouvernement fait face à chaque période. Donc, on aura donc dans cette dynamique le montant des impôts moins les dépenses gouvernementales égale au montant des impôts moins les dépenses donc, courantes, moins les intérêts que l'État verse sur le service de la dette. Donc, comme ça qu'on commence par formaliser, n'est-ce pas, cette contrainte budgétaire-là. Nous reviendrons beaucoup plus en détail sur ça. De manière comptable, donc la variation de la dette est égale au déficit public, est égale à la somme du déficit primaire et donc des intérêts. À partir donc de cette identité, de la variation de la dette publique, on peut donc déduire quel est le solde primaire compatible avec une stabilisation du ratio de la dette publique sur, PIB, sur le PIB. Maintenant, nous allons parler de la soutenabilité de la dette publique. Alors, parlons de la soutenabilité de la dette publique. Il y a des approches qui permettent de caractériser la dette de soutenable ou non. Donc, la dette actuelle est dite soutenable si
l'apparition des excédents ne nécessite aucun changement, c'est-à-dire elle ne nécessite pas une hausse considérable de la pression fiscale ou des coupes draconiennes au niveau donc, des finances, des dépenses publiques. Donc, on dira que la dette est donc soutenable lorsque on ne voit pas que à cette période où l'État est caractérisé, où la dette de l'État est caractérisée de soutenable, on ne voit pas à cette période-là que l'État a eu recours donc à une pression fiscale très exagérée, très élevée, ou bien que l'État a été obligé de sacrifier un certain nombre de dépenses qui étaient importantes, qui étaient urgentes pour la société dans son ensemble. Donc, par exemple, la dette publique ne serait pas soutenable s'il fallait la rembourser à l'avenir en relevant les taux d'imposition marginaux ou bien qui sont, par exemple, supérieurs à 100%, ou bien s'il fallait supprimer un certain nombre de dépenses de protection sociale. Ces changements donc, de politique économique seraient radicaux et donc il est probable que l'État renonce et décide donc de repiler la dette, c'est-à-dire de devenir insolvable ou bien de la monétiser, donc par, bien sûr, la création monétaire. Toujours avec les approches de soutenabilité de la dette, on sait définir aussi la soutenabilité de la dette, mais on ne s'accorde pas sur l'indicateur qui est pertinent pour pouvoir l'évaluer. Donc, quel est l'indicateur qu'on peut élaborer pour dire que, bon, voici la valeur de l'indicateur. Donc, à partir de cet indicateur, on dit, bon, la dette est soutenable. Donc, on ne s'accorde pas trop sur un indicateur pertinent. Mais il y a diverses approches donc, dans la littérature qui permettent de caractériser la dette, la soutenabilité ou non donc, de la dette. Et l'approche la plus simple et la plus fréquente est une condition de constante du ratio de la dette publique en proportion donc, du PIB. Donc, une autre approche, c'est de préciser la condition de solvabilité intertemporelle des administrations publiques en travaillant sur donc, un horizon de temps infini. Ces deux conditions donc, peuvent être décomposées en deux conditions. Donc, la première, c'est la condition de transversalité. Cette condition de transversalité suppose qu'il n'y a pas le jeu de Ponzi, c'est-à-dire Ponzi game. Euh, le jeu Ponzi consiste, par exemple, à pouvoir continuer par s'endetter pour résoudre le problème de la dette. C'est-à-dire, on est endetté, donc pour pouvoir rembourser notre dette, on s'endette auprès de notre agent pour pouvoir rembourser notre dette et on devient endetté auprès de l'autre. Donc, si c'est ce jeu de Ponzi qui est élaboré pour pouvoir, n'est-ce pas, rembourser au niveau donc, des bailleurs ou bien de ces emprunteurs, cela veut dire qu'on ne pourra pas caractériser cet état d'un état qui est solvable et donc à la période. Et donc, on ne pourra pas, sur la dynamique, qualifier cet état d'un état qui est d'une dette, pardon, on ne pourra pas qualifier cette dette d'une dette qui est soutenable. La seconde condition implique qu'en politique budgétaire inchangée, la dette actuelle soit couverte par la somme des valeurs actualisées des excédents primaires futurs. Donc, voici les éléments que nous avons voulu apporter dans le cadre donc, de ce dernier, de cette troisième partie donc, de ce module. Nous vous remercions pour votre aimable attention.